blocus annoncé par Donald Trump, possible péage imposé par l'Iran, menace des mines. Quelle est la situation dans le détroit d'Ormuz, dont la paralysie se prolonge? France Info. C'est l'un des lieux les plus scrutés de la planète en raison de la guerre au Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz est encore un peu plus au centre de l'attention, dimanche 12 avril, alors que le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé le blocus naval de cette zone par la marine américaine, reprochant à l'Iran de ne pas avoir permis aux navires d'y circuler librement, et faisant part de son mécontentement après l'échec de négociations au Pakistan. En retour, les gardiens de la révolution iraniens ont affirmé sur X avoir entièrement sous contrôle le détroit, et ont menacé d'y piéger leurs ennemis dans un tourbillon mortel. L'accord pour un cessez-le-feu, conclu mardi, avait laissé espérer une reprise de la circulation dans ce passage stratégique, où transite environ un quart du pétrole mondial. La paralysie du trafic, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le 28 février, a entraîné une flambée de prix de l'or noir, bouleversant l'économie planétaire, et inquiétant de nombreux gouvernements, notamment face à la hausse des prix à la pompe. France Info vous résume une situation qui ne cesse de se complexifier. Les navires passent au compte-gouttes malgré la trêve si l'Iran comme les États-Unis ont assuré que le cessez-le-feu incluait la réouverture du détroit d'Ormuz, rares ont été les capitaines à se risquer dans ce passage que 120 navires franchissaient en moyenne chaque jour avant la guerre. Mercredi, au premier jour de la trêve, ils n'ont été que 5, selon les données de l'entreprise Capleray, spécialisée dans l'analyse des flux maritimes. 2 jours plus tard, seuls 19 navires ont été repérés traversant le détroit depuis le cessez-le-feu, a calculé la BBC, se basant sur les informations du site Marine Traffic, qui permet de suivre en direct les navires un peu partout dans le monde. Ainsi, la situation est demeurée la même qu'avant la trêve, 10 navires circulaient en moyenne chaque jour la semaine du 30 mars, tandis que la guerre faisait rage. Parmi eux figuraient des bâtiments opérés par l'Iran, mais aussi la Chine ou l'Inde, qui ont permis à la République islamique de continuer d'exporter le pétrole iranien. Les transporteurs maritimes ont justifié leur grande prudence en expliquant avoir besoin de précisions sur les termes du cessez-le-feu, et ce, pendant que l'Iran a affirmé que la voie maritime restait fermée aux navires sans autorisation. Les gardes-côtes de la République islamique ont même menacé de cibler et détruire ceux qui ne respecteraient pas les règles, a rapporté mercredi Reuters. Le même jour, l'agence de presse iranienne Phare, proche du régime, a affirmé que le trafic avait été complètement bloqué sur ordre des gardiens de la Révolution, qui ont invoqué une violation du cessez-le-feu au Liban par Israël. Cité jeudi par la chaîne américaine CNN, la compagnie HAPAG Lloyd, géant du fret maritime, a précisé s'abstenir de traverser le détroit, où 6 de ses porte-conteneurs restaient bloqués. Notre priorité absolue est la sécurité de nos employés, à terre comme en mer, a communiqué un porte-parole de l'armateur allemand. Comme les autres jours, le site Marine Traffic montrait dimanche une circulation presque à l'arrêt dans le détroit, et des centaines de bateaux postés de part et d'autre de la zone. Les Nations Unies rapportaient le 31 mars qu'environ 2000 navires et 20 000 marins restaient bloqués dans le détroit d'Ormuz, une situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. La situation dans le détroit d'Ormuz selon le site Marine Traffic, le 12 avril 2026. Marine Traffic. L'Iran est accusé d'avoir instauré un péage parallèlement, les gardiens de la Révolution sont accusés d'avoir instauré un péage aux navires qui osent braver le détroit. Ils facturent jusqu'à 2 millions de dollars par pétrolier pour le transit. Le paiement est accepté en yuan chinois ou en crypto-monnaie, contournant ainsi le système financier basé sur le dollar et les sanctions américaines, a ainsi rapporté San Mander, président de Flexport, une entreprise mondiale de logistique et de transport maritime, interrogé par CNN. L'agence Bloomberg a également rapporté que les navires se verraient réclamer jusqu'à 2 millions de dollars par passage. Le Financial Times évoque, lui, une somme $1 par baril de pétrole, payé en cryptoactifs ou en yuan, la devise chinoise. Dimanche, Donald Trump a semblé reprendre cette accusation et en faire une des justifications du blocus décrété dans le détroit. J'ai ordonné à notre marine de rechercher et d'intercepter tout navire en eaux internationales ayant payé un péage à l'Iran, a-t-il écrit sur Truth Social, ajoutant que nul ne pourra naviguer en toute sécurité en haute mer s'il paie un péage illégal. Le président américain semblait moins rétif à cette idée mercredi, quand il avait évoqué l'hypothèse d'une société commune, une joint venture entre l'Iran et les États-Unis pour gérer la navigation et partager les recettes du péage. Les mines marines restent craintes. Le spectre d'un minage de la zone amplifie l'incertitude. Après avoir nié toute action en ce sens malgré les accusations venues de Washington, les gardiens de la révolution iraniens ont déclaré jeudi que les navires passant le détroit devraient emprunter 2 routes alternatives, proches des côtes iraniennes, invoquant la possibilité de rencontrer des mines sur l'itinéraire habituel, plus au large.
Selon les estimations des autorités américaines, citées par le New York Times, l'Iran possède quelques 5000 engins mines flottantes dans son arsenal. Donald Trump revendique cependant la destruction de tous les navires iraniens permettant de les poser. Samedi, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient CENTCOM a affirmé que 2 destroyers de sa flotte avaient franchi le passage pour commencer à poser les conditions d'un déminage de la voie, dans le cadre d'une mission plus large visant à s'assurer que le détroit est entièrement débarrassé des mines marines précédemment posées par les gardiens de la révolution iranienne. Dans un message quelques heures plus tôt sur Truth Social, Donald Trump avait assuré que les États-Unis avaient commencé le processus de déblocage du détroit d'Ormuz. Donald Trump veut maintenant imposer un blocus dimanche. Quelques heures après l'échec des négociations avec l'Iran au Pakistan, Donald Trump a fait volte-face et annoncé un blocus naval américain du détroit d'Ormuz. À compter de maintenant, la marine américaine, la meilleure au monde, entamera le processus de blocus de tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz, a écrit le président américain sur son réseau social, précisant que « nul ne pourra naviguer en toute sécurité en haute mer s'il paie un péage illégal ». L'Iran avait promis d'ouvrir le détroit d'Ormuz, et a sciemment manqué à sa parole, a-t-il justifié. Tout Iranien qui nous tire dessus, ou qui tire sur des navires pacifiques, sera pulvérisé, a menacé le dirigeant dans 2 longs messages, laissant entendre que d'autres pays seraient impliqués dans l'effort de blocus, sans toutefois les nommer. Sur Fox News, un peu plus tard, il a assuré que le Royaume-Uni et quelques autres pays enverraient des navires dragueurs de mines dans le détroit. Londres n'a cependant annoncé aucun déploiement de navires de guerre dans la région. Pour autant, sa décision d'instaurer un blocus naval et de sanctionner les compagnies acceptant de payer un droit de passage ne fera que stopper un très petit nombre de navires. À l'échelle globale, cela ne change rien, déclare à la BBC Lars Jensen, spécialiste du transport maritime international. Très peu de navires passent. Il y en a encore moins qui paient, et ceux qui paient sont déjà soumis aux sanctions américaines, ajoute-t-il. Au final, tout est question de confiance pour les armateurs. Or, devant le flou de la situation, à leurs yeux, il semble surtout urgent d'attendre. Sujet suivant. Élections législatives en Hongrie, le Premier ministre sortant Viktor Orban reconnaît sa défaite face au leader de centre-droit PT Magyar, France-Info. Élections législatives en Hongrie, le Premier ministre sortant Viktor Orban reconnaît sa défaite face au leader de centre-droit PT Magyar. PT Magyar a annoncé dimanche soir dans un bref message sur Facebook avoir reçu un appel de Viktor Orban pour le féliciter de sa victoire. Publié le 12-04-2026 21h32 mis à jour le 12-04-2026 21h45 temps de lecture, 1 minute PT Magyar lors d'une conférence de presse, à Budapest, la capitale de la Hongrie, le 12 avril 2026. Ferent Isza AFP. Une page se tourne en Hongrie. Le leader de centre-droit PT Magyar, principal concurrent de Viktor Orban, a annoncé, dimanche 12 avril, sur Facebook avoir reçu un appel téléphonique du Premier ministre sortant le félicitant pour sa victoire. Le Premier ministre Viktor Orban vient de m'appeler pour nous féliciter de notre victoire, a-t-il écrit, après s'être déclaré plus tôt dans la soirée prudemment optimiste quant à sa victoire devant les médias dans son QG de campagne. La victoire est douloureuse pour nous, mais claire, a déclaré Viktor Orban lors d'une brève prise de parole depuis son quartier général. La responsabilité et l'opportunité de gouverner ne nous a pas été donnée, a ajouté le populiste au pouvoir depuis 16 ans. Nous servirons notre pays et la nation hongroise dans l'opposition, a-t-il poursuivi, assurant que son camp n'abandonnera jamais, jamais jamais. La Hongrie a choisi l'Europe. L'Europe a toujours choisi la Hongrie. Ensemble, nous sommes plus forts, a aussitôt réagi sur X Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ce soir, le cœur de l'Europe bat plus fort en Hongrie, a-t-elle ajouté sur le même réseau social, en hongrois. Je viens de m'entretenir avec Peter Magyar pour le féliciter de sa victoire en Hongrie, a fait savoir Emmanuel Macron sur X, saluant une victoire de la participation démocratique, de l'attachement du peuple hongrois aux valeurs de l'Union européenne et pour la Hongrie en Europe. Sujet suivant. Vidéo. On fait avec, on n'a pas trop le choix, enquête sur les prix à la pompe qui ne baissent pas, France Info. Publié le 12-04-2026 20h35 mis à jour le 12-04-2026 20h45 temps de lecture, 2 minutes, vidéo, 2 minutes. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a lancé vendredi 10 avril un appel afin que les tarifs baissent aussi vite que les hausses précédentes. Quelle est la situation actuelle sur les prix à la pompe? Existe-t-il des différences géographiques? Réponse.
Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder en intégralité. Le gouvernement l'a martelé toute la semaine, les prix en station vont baisser. Il est évident que les effets devront se voir à la pompe à partir de la fin du week-end, début de semaine prochaine, déclarait Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Les journalistes de France Télévisions sont allés vérifier. La plupart du temps, les carburants sont moins chers, mais de très peu. Comme dans cette station de banlieue parisienne, seulement 1 centime de moins pour l'essence, 3 centimes pour le diesel. Pour l'instant, il n'y a rien qui baisse. Ici, c'est 1 centime, donc je ne crois pas que ce soit vraiment de la baisse, réagit cette cliente. Selon nos chiffres, dans de rares cas seulement, la baisse est significative. Exemple dans cette station de Vichy-Allier, 12 centimes de moins pour le gazole, encore insuffisant. C'est un peu mieux, mais ce serait cool que ça baisse encore un petit peu plus, commente un automobiliste. Quand la baisse est absente, les prix stagnent. Comme ici, près de Lyon, où les tarifs n'ont pas changé depuis vendredi. Ça n'a pas l'air de baisser. Donc, on fait avec, on n'a pas trop le choix. De toute façon, à long terme, le prix de l'essence ne fera qu'augmenter, observe un client. Au total, dans toute la France, 63 des stations ont baissé leur prix, 27 ne l'ont pas changé. Et dans 10 des cas, les tarifs ont même augmenté. Exemple chez ce distributeur à Marseille, si le prix du samplon 95 est resté stable, le gazole, lui, a pris 5 centimes. On attend, tout simplement. 10 litres pour 25 €. Je ne fais pas le plein, se désole une automobiliste. J'ai vu que la situation actuellement n'est pas terrible, donc je redoute que ça remonte encore plus. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon plein ce soir, poursuit une autre. Alors, comment expliquer ces baisses timides? Tout le monde s'est un peu enflammé, y compris le gouvernement, mercredi dernier, quand le cours du diesel a effectivement bien descendu. Malheureusement, le lendemain, il est remonté, donc ça a joué sur les nouveaux prix, analyse Francis Pousse, président national, distributeur carburant et énergie nouvelle chez Mobilian. Les cours du pétrole pourraient encore augmenter dans les prochains jours, avec le regain de tension dimanche soir entre les États-Unis et l'Iran. Sujet suivant. Loi sur le travail le 1 mai. 8 syndicats demandent à Sébastien Lecornu de ne pas convoquer la commission mixte paritaire. L'entourage du premier ministre dément tout passage en force, France Info. Loi sur le travail le 1 mai. 8 syndicats demandent à Sébastien Lecornu de ne pas convoquer la commission mixte paritaire. L'entourage du premier ministre dément tout passage en force. La commission mixte paritaire est censée être la prochaine étape dans l'examen de cette proposition de loi, qui vise à élargir les possibilités de travailler lors du 1 mai. Les partisans du texte avaient fait adopter une motion de rejet, vendredi, pour accélérer son adoption. Publié le 12/04/2026 11h04 mis à jour le 12/04/2026 13h54 temps de lecture, 3 minutes une manifestation du 1 mai à Paris, le 1er mai 2025. Lucia Trouillet-Hans Lucas AFP et Monsieur le Premier ministre, on ne réforme pas ainsi brutalement un texte d'histoire sociale et de conquête collective. Les dirigeants des 8 grandes centrales syndicales CFDT, CGT, FO, CFCGC, CFTC, UNSA, FSU, Solidaires ont adressé une lettre commune au Premier ministre Sébastien Lecornu, dimanche 12 avril, pour lui demander de ne pas convoquer de commission mixte paritaire, prochaine étape dans l'examen de la proposition de loi élargissant le travail le 1 mai de façon à respecter la démocratie sociale et la démocratie politique. Selon les 8 syndicats, la proposition de loi va étendre la dérogation d'ouverture le 1er mai à de nombreux secteurs professionnels et pour de grandes entreprises, aux dépens des salariés mais aussi des petits commerces indépendants de proximité. Le projet de décret d'application que le gouvernement leur a communiqué prévoit ainsi l'ouverture des grandes enseignes industrielles de boulangerie et de pâtisserie, les chaînes de glaciers et de chocolatiers, la boucherie, la charcuterie et la triperie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie, les magasins de vente de fruits et légumes, ce qui inclut les grandes surfaces spécialisées, les fleuristes, jardineries et graineries, les cinémas, musées, salles d'exposition, salles de spectacle et centres culturels, citent les auteurs dans leurs lettres. La proposition de loi, portée par les sénateurs centristes et soutenue par l'exécutif, avait été adoptée au Sénat pendant l'été 2025 et devait être examinée à l'Assemblée nationale vendredi. Mais les députés du camp présidentiel, disant vouloir éviter l'obstruction des opposants, ont déposé une motion de rejet préalable du texte,
qui a été adopté, avec pour effet d'accélérer le parcours législatif du texte. Celui-ci doit désormais être examiné par une commission mixte paritaire CMP. Le Premier ministre a demandé à Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, de mener les consultations nécessaires afin de proposer un compromis que la CMP pourrait ensuite endosser, a appris France Info de sources gouvernementales. Il n'y aura pas de passage en force, a affirmé l'entourage du Premier ministre, qui rappelle que la commission mixte paritaire n'a pas encore été convoquée. Le ministre du Travail doit recevoir les organisations syndicales lundi à 18h, selon la même source. La discussion sociale ne peut pas être éludée, a réagi la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, invitée de l'émission Dimanche en politique sur France 3 dimanche. Le projet de loi a été examiné il y a un an au Sénat, on avait largement le temps d'avoir des discussions avec les organisations syndicales, estime la députée, qui espère qu'à l'avenir, sur ce type de texte, on fasse les choses dans le bon sens. Sujet suivant. Paris-Roubaix 2026, pour le maudit Wout van Aert, la malchance a enfin tourné, France Info. Paris-Roubaix 2026, pour le maudit Wout van Aert, la malchance a enfin tourné. Le Belge, toujours bien classé mais jamais victorieux sur l'enfer du Nord, a enfin pu lever les bras, dimanche, sur le vélodrome de Roubaix, après des années de malchance. Publié le 12/04/2026 20h44 temps de lecture, 6 minutes. Wout van Aert soulève le pavé de vainqueur de Paris-Roubaix, le 12 avril 2026. Anne-Christine Poujoula AFP. Ses larmes de joie dans les bras de ses proches disent tout de son soulagement. Wout van Aert, le coureur qui compte tant de succès mais aussi tant de places d'honneur à son palmarès, a enfin décroché la victoire sur Paris-Roubaix, qui se refusait à lui depuis des années. Touché par 2 crevaisons, le Belge a encore joué de malchance, mais moins que ses concurrents directs, Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel, qui ont perdu beaucoup de temps sur des problèmes similaires. Deuxième en 2022, troisième en 2023, et quatrième en 2025, Wout van Aert en avait assez des places d'honneur sur l'enfer du Nord. J'ai arrêté d'y croire tellement de fois mais seulement pour me réveiller le lendemain avec l'envie de continuer à me battre. Et aujourd'hui, je suis enfin récompensé, a-t-il savouré à l'arrivée au vélodrome de Roubaix. L'histoire avec la graine des classiques avait mal débuté pour le Belge, en 2018, sous les couleurs de l'équipe Véranda Willems-Crelan, puisque son coéquipier Michael Gollartz avait succombé à la suite d'une chute sur un secteur pavé. Wout van Aert remporte Paris-Roubaix après un duel légendaire avec Tadej Pogacar. Le Belge a dominé le Slovène dans un sprint court pour s'offrir son deuxième monument après Milan, Sanremo 2020. Jasper Stuyven complète le podium de cet enfer du Nord. 4 minutes, perdre un coéquipier est cruel. Et à chaque fois que j'ai pris part à cette course, c'était mon but de gagner et de pointer mon doigt vers le ciel, pour Michael. Il est souvent dans mon esprit, mais particulièrement ici, et encore plus cette année, parce qu'on est de nouveau passé dans le secteur pavé où il a trouvé la mort. J'ai eu des frissons toute la semaine en y passant. J'aime penser qu'il m'a donné de l'énergie aujourd'hui, a-t-il confié, la gorge nouée par l'émotion, en conférence de presse à l'arrivée. Malgré ce supplément d'âme, Wout van Aert n'était pas parvenu à s'imposer jusqu'alors sur les pavés du Nord. Malgré son gabarit taillé pour cette course, il avait joué de malchance en 2023 avec une crevaison dans le carrefour de l'Arbre, alors qu'il semblait parti pour disputer la victoire à Mathieu van der Poel. En 2024, il n'avait même pas pu prendre le départ en raison d'une violente chute quelques jours plus tôt sur à travers la Flandre, qu'il avait laissé avec une épaule cassée, plusieurs côtes brisées et le sternum en morceaux. Et avant sa victoire dimanche à Roubaix, il avait terminé dans le top 5 de chacun des 9 derniers monuments qu'il avait disputés. Alors cette saison, avec une forme qui lui a permis de terminer 3e de Milan-San Remo, 2e d'à travers la Flandre et 4e du Tour des Flandres, celui que l'équipe qualifie de maudit chéri des Flandres, avait des raisons d'y croire. Ses nombreux fans y croyaient aussi à Compiègne dimanche matin, en espérant le voir briser cette spirale sans victoire qui le rend attachant comme Raymond Poulidor. Il nous a dit samedi qu'au sprint, avec les jambes qu'il avait, il pouvait gagner, a confié son patron chez Visma-Lease Bike, Richard Plug, à l'arrivée, où le public était aussi acquis à sa cause. Tout ne s'est néanmoins pas passé idéalement pour le Belge, qui a perdu l'un de ses coéquipiers de luxe, Perstrand à Gênes, assez tôt, sur une crevaison. Lui aussi a crevé, mais à des endroits moins délicats que Mathieu van der Poel ou Tadej Pogacar, et a eu à dépenser un peu moins d'énergie pour revenir. Tout ne s'est pas si bien aligné pour lui, il a aussi eu des efforts à faire. Mais il a su se servir de la rage qu'il avait en lui pour ensuite faire un sprint de folie. La victoire est méritée.
Il a connu un long chemin de croix pour y arriver et ça rajoute un côté épique. C'était une anomalie qu'il n'est qu'un monument à son palmarès Milan-San Remo 2020 tellement il a une belle régularité au très haut niveau depuis des années, juge Lilian Kalmjan, consultant pour France Télévisions. Wout van Aert courait après un deuxième monument depuis 6 ans. Il y a des années où je me sentais très bien aussi, mais les circonstances n'allaient pas dans mon sens. Cette fois-ci, c'est un grand soulagement. Gagner cette course était un grand rêve de Richard, notre patron, et j'ai bien compris que j'étais celui qui devait le réaliser, donc je me sens fier de concrétiser tout le travail de l'équipe. J'ai fait tellement de sacrifices pour gagner, ça signifie tout pour moi, peinait à réaliser le Belge devant les médias. À l'arrivée, même ses rivaux ne pouvaient que souligner la résilience du coureur de la Visma Bike. Il a tellement travaillé pour obtenir cette victoire. Je voulais que Tadej gagne mais je suis content pour lui, il le mérite, c'est un gars bien et un grand coureur avec beaucoup de panache, s'inclinait Mauro Gianetti, manager général du AE Team Emirates XRG. Il n'abandonne jamais et il peut être un héros pour beaucoup d'enfants avec la façon dont il court, a ajouté Tadej Pogačar. Finalement, le Belge est celui qui a privé le champion du monde de grandes victoires prestigieuses, avec ce Paris-Roubaix, et la dernière étape du Tour de France à Montmartre en 2025. Ce qui ne risque pas d'affaiblir sa cote d'amour auprès des fans de cyclisme qui pourraient être lassés de l'hégémonie de Tadej Pogačar.